Bon, elle se sera fait attendre cette nouvelle vidéo. Comme, vous le voyez peut-être si vous connaissez la chaîne, j'ai déménagé. Ça y est, c'est fait. Je me suis acheté un appart, donc maintenant je suis parti pour 25 ans de prêt immobilier à rembourser, ce qui fait toujours un peu flipper. Mais bon, finalement, est-ce que ça fait plus flipper que 25 ans de loyer à payer? Pas sûr. En tout cas, l'appart est vraiment cool. Je vais pas vous faire visiter parce que, la vie privée, nanana. Pas forcément envie de vous montrer ma chambre non plus. Mais en tout cas, l'appart est ultra cool. Je suis toujours en Île-de-France, mais un peu plus loin de Paris beh, on va reprendre les vidéos. Maintenant, j'ai un mur entier de mangas, c'est organisé un peu différemment. Donc j'ai toujours l'étagère, mais qui est comme ça désormais. On va parler d'une vidéo enfin, on va parler d'une vidéo, on va faire une vidéo, que j'avais déjà faite parce qu'en plus, outre le déménagement qui m'a pris un peu de temps, j'avais eu un problème de micro, qui ne fonctionnait plus. Donc, j'avais enregistré la vidéo pour rien, il y avait pas de son. On va la refaire aujourd'hui ensemble. C'est une vidéo sur un manga qui a pas mal fait parler, pas forcément pour les bonnes raisons. Il est ici, il s'appelle Evol. Evol, manga de Atsushi Kaneko, auteur qui fait partie de mes mangakas favoris. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment un artiste que j'adore. Au-delà du manga, c'est un très grand narrateur, un très grand écrivain, si je puis dire. Il a une imagination qui me parle beaucoup et c'est un très grand dessinateur aussi, ce qui est important quand on fait de la BD. On en avait parlé notamment pour Soil. Je vous renvoie à cette vidéo-là sur un manga. Moi, Soil, c'est un de mes mangas favoris. Il est dans mon top 10 sans aucune hésitation. Très, très grand manga que je ne peux que vous conseiller, avec probablement le meilleur premier chapitre de toute ma collection. Le premier chapitre de Soil, c'est une dinguerie. Et tout le manga est génial. Je vous renvoie à la vidéo si vous voulez en savoir plus. Evil, c'est son dernier manga en date. Atsushi Kaneko, c'est important pour ce dont on va parler. Il est un peu en vogue en ce moment. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, parce qu'il est en activité depuis longtemps. Mais ces derniers temps, il y a eu la réédition de son premier manga, Bambi, qui a été réédité en France par Imo. Il y a eu Evil qui est sorti récemment et ça a pas mal communiqué autour. Il a fait des dédicaces dans des librairies françaises. On sent qu'il a été mis en avant ces derniers mois. Tant mieux pour lui, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais tant mieux, c'est très bien. C'est un auteur qui est apprécié par pas mal de lecteurs de manga adultes. On va revenir là-dessus, parce que c'est important pour un truc dont je veux parler. Ouais, il fait partie de ces auteurs un peu comme Urasawa ou comme, je sais pas à qui on pourrait le comparer, tous ces mangaka qui s'adressent à un lectorat adulte de lecteurs de BD, au-delà du manga, pardon. Un peu comme Tsutomu est aussi d'une certaine façon. Tous ces auteurs aux traits très marqués et qui ont un lectorat qui est pas tout à fait celui du lectorat manga habituel, même si ça peut se recouper, hein, évidemment. Et c'est important parce qu'ils volent. Si je parle de tout ça, c'est pas juste pour faire la sociologie du lectorat d'Atsushi Kaneko. Evil a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps pour des raisons externes à l'œuvre, à savoir que Delcourt Tonkam, l'éditeur de ces 2 premiers tomes qui sont sortis, il y a 2 mois maintenant, quelque chose comme ça, 1 mois ou 2, hem, a décidé d'en faire des tomes durs, couverture rigide, avec, un côté un peu luxueux, je ne sais pas si vous voyez bien. Des grands formats, bonne qualité d'impression, pas spécialement bonne qualité de papier d'ailleurs, mais, bonne qualité d'impression. Et surtout avec un prix de 19,99 €, ce qui est très cher. On arrive, à des prix alors c'est la crise du papier, on connaît, c'est la crise du milieu de l'édition, c'est la crise tout court, la guerre en Ukraine, la crise climatique, tout ça, tout ça. On connaît et c'est vrai que c'est l'inflation, on le voit, tout coûte plus cher, les livres également. Mais là, 20 € pour un manga, ça commence à faire un peu mal. Ça a beaucoup fait gueuler parce qu'ils auraient pu l'éditer autrement. Ils auraient pu l'éditer en petit format. Ils ont fait ce choix-là, à mon avis, pour des raisons alors c'est évidemment pour des raisons économiques, hein, parce que comme je vous évidemment, le papier coûte plus cher. C'est la crise, tout ce qu'on veut, ça coûte plus cher d'imprimer un livre. Mais ça coûte pas 12 € de plus, parce qu'un manga, c'est à peu près 8 €. Là, on est sur du 20 €. Ça coûte pas 12 € de plus de faire un grand format. Le grand format, c'est pour faire passer la pilule, d'un prix énorme, alors qu'en fait, mettre une couverture rigide, même mettre des pages un peu plus grandes, ça peut majorer le prix de quelques euros, mais pas de 12. Et c'est une pratique, qu'on commence depuis quelques années à voir se multiplier chez les éditeurs de manga et on l'a accepté de certains éditeurs. Je pense par exemple, à Les Arts Noirs, un éditeur que j'aime beaucoup, hein.
c'est pas la question, mais qui nous a habitués à des mangas à 15 €, grand format pour parfois pas grand-chose. Je vous renvoie à certains mangas dont on avait parlé, je sais pas, Le Tigre des Neiges, par exemple, il y a les mangas de Minetaro Mochizuki, par exemple, Tokyo, heu j'ai oublié le nom, Shizakobe, Tokyo Kaido, voilà. Heu, tous ces mangas-là qui sont édités en grand format par défaut, à 15 € minimum, pour des raisons qui sont floues. Parce que Le Tigre des Neiges, par exemple, c'est un manga que j'ai bien aimé, mais qui a pas une patte graphique qui justifie d'avoir des grandes pages, en fait. S'il était sorti en petit format, personne ne serait plaint. Personne n'aurait dit: «Waouh, ça mérite trop, un format plus grand». Et donc, il y a un truc un peu, je crois que ces éditeurs-là, et c'est le cas de Lézard Noir, c'est le cas d'IMO dont on parlait tout à l'heure, c'est le cas de plusieurs éditeurs comme ça qui multiplient de plus en plus les grands formats. C'est le cas de Atsushi Kaneko en tant qu'auteur. Là, Delcourt Tonkam fait aussi du petit format, mais sur Atsushi Kaneko, c'est intéressant qu'ils aient choisi le grand, parce que ils savent qu'ils s'adressent à un lectorat d'adultes qui a, un pouvoir d'achat plus élevé. Vous regardez les shonen, ils les sortent pas à 20 €. Les One Piece, alors il y a des éditions limitées, des éditions de luxe, mais ça, c'est encore différent. Mais l'édition de base, elle sera jamais à 20 € sur One Piece, parce qu'ils savent que le lectorat n'a pas 20 € à mettre dans un manga One Piece. Et ils savent par contre que le lectorat de Kaneko peut se le permettre, parce que c'est un lectorat de gens comme moi, qui ont la quarantaine, qui s'achètent des appartes, et donc, beh, oui, ils se permettent ce truc-là. Et il y a un truc derrière, je parle beaucoup de cette problématique-là, mais parce que, au-delà de ils volent, c'est un phénomène qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, et ils veulent la cristalliser, en fait. Donc, je me permets de me servir de cet épisode pour parler de cette problématique-là. Il y a derrière cette, hausse des prix, et qui est une hausse des prix qui est très ciblée sur les mangas pour adultes, comme je disais, mangas pour adultes au sens, lectorat adulte, hem, c'est qu'il y a aussi un petit peu, peut-être, une gentrification, du manga, une récupération du manga qui jusqu'ici était une contre-culture, était une culture qui était très décriée par les médias, qu'on nous présentait comme de la sous-BD, comme de la sous-littérature. C'était des livres pour les gens qui savaient pas lire, quoi, globalement. C'était présenté vraiment comme la pire merde culturelle existante, quoi, les mangas en France. Les médias ont fait des décennies de communication sur ce ton-là, pour nous dire à quel point, la BD japonaise, c'était de la merde. Et depuis quelque temps, depuis que les générations se renouvellent, que les lecteurs de manga sont eux-mêmes devenus adultes, sont devenus journalistes, sont devenus, décideurs, il y a une entrée du manga dans la culture officielle. Alors c'est pas encore complètement fait, mais c'est en voie de se faire, et ça passe aussi par des éditeurs comme Les Arts Noirs, par un magazine comme Atome aussi. Vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois de ce magazine, qui est plutôt intéressant, mais qui participe aussi à ce truc de faire du manga une culture intellectuelle comme les autres, entre guillemets. Heu et je trouvais, et je trouve toujours, que moi, l'intérêt du manga, comme l'intérêt que je trouve au rap, par exemple, ou que je trouve à la musique punk, c'est un intérêt contre-culturel. Moi, j'aime bien, en fait, l'idée de me dire que je suis dans une culture qui n'est pas adoubée officiellement. Moi, j'en ai rien à foutre que l'Académie française aime les mangas, en fait. C'est Alors évidemment, j'aimerais bien qu'on arrête de dire, n'importe quoi dessus, mais j'ai pas spécialement envie que ça devienne un truc, récupéré par le milieu un peu bourgeois de la culture. Ce qui arrive malheureusement à toutes les cultures. En fait, tout est toujours récupéré en permanence. C'est contre-culturel pendant 10, 20 ans, et puis au bout d'un moment, les fans de ce milieu, deviennent adultes, ont de l'argent, et ça devient tout court culturel, puis contre-culturel. Et je pense qu'on est à un moment du manga où on est en train de voir ça. On est en train de voir le manga qui va doucement mais sûrement, s'intégrer dans la culture officielle, et l'Académie française va nous parler du manga. Va y avoir des expos sur le manga, dans des grands musées, voilà. C'est sûr et certain que dans les prochaines années, il y aura ça. Je suis pas, ça m'enrage pas, je suis pas furieux de ça. Tant mieux s'il y a un peu de reconnaissance pour les artistes, pour le milieu du manga, pour les éditeurs, qui ont fait un travail, depuis des années là-dessus. On va pas se plaindre d'être reconnus «à notre juste valeur» entre guillemets, mais il y a toujours un petit pincement à sentir que ce qui était un truc de sale gosse, un truc de mec du fond de la classe, est en train de devenir quelque chose que tout le monde va aimer. C'est un peu idiot comme attitude, mais on a tous ce truc-là de
d'avoir envie de garder ça pour nous, quoi. Et je pense que Evil, pas par son contenu, mais par sa trajectoire éditoriale en France, par tout le débat qu'il y a eu autour de son prix et tout ça, incarne un peu tout ça. Et donc ça me paraissait pertinent d'ouvrir la vidéo avec ça. Là, on est vraiment sur un podcast, les images n'ont pas bougé depuis depuis 10 minutes. Mais voilà, je voulais en parler, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Je pense que c'est un sujet intéressant et qu'on est à une période vraiment importante de l'histoire du manga en France. Maintenant, on va parler d'Evil quand même. On va faire un peu justice à ce manga parce qu'en fait, outre la polémique qu'il y a eu autour, en fait, c'est un très bon manga. Donc c'est un peu dommage pour lui que ça n'ait parlé que de ça globalement. Moi-même, je viens d'ouvrir la vidéo sur 10 minutes là-dessus. Mais parlons quand même d'Evil. Donc dernière œuvre en date d'Atsushi Kaneko qui est aussi en forme que d'habitude. Là, il est sur un registre ouvertement fantastique. Alors, il est toujours dans un registre un petit peu entre deux, Atsushi Kaneko. C'est jamais tout à fait réaliste, c'est jamais tout à fait notre monde. Mais là on est sur vraiment du fantastique un peu plus marqué que d'habitude pour lui, parce qu'on est dans un monde où les super-héros existent. Et c'est vraiment les super-héros à l'américaine. C'est-à-dire, vous voyez là, alors à l'américaine un peu SM, il y a vraiment une ambiance très sadomaso dans le héros principal qui est celui-là. Mais qui sont des héros masqués, adulés par le peuple, ils ont toute la panoplie du héros de comics plus que de manga. Ce qui est intéressant, parce que Atsushi Kaneko l'a beaucoup dit en interview, lui, il est plus influencé par la BD américaine que la BD japonaise. Donc c'est intéressant de voir que sa vision du super-héros est une vision américaine, parce que les super-héros, factuellement, il y en a dans le manga. On pourrait dire que Goku dans Dragon Ball, c'est un super-héros. Il a des pouvoirs, il combat des méchants, il sauve la Terre. Les gens connaissent pas trop son identité en plus. Mais je pense que ça viendrait en tête de pas grand monde de dire que Goku est un super-héros parce qu'il n'est pas reconnu comme tel. Je vous renvoie à un livre dont j'avais déjà parlé, je crois, écrit par une amie écrivaine, Elodie Denis, qui a écrit avec Jonas Marie, ils étaient deux auteurs. Elle a écrit La philo des super-héros, où elle analyse philosophiquement plein de choses liées aux super-héros. C'est un livre très intéressant. Et elle dit qu'en fait, le super-héros se définit avant tout par son auto-définition. C'est-à-dire que ce qui définit un super-héros, c'est qu'on le présente comme un super-héros, qu'on utilise le mot, et c'est ça qui en fait vraiment un super-héros. Et Atsushi Kaneko, dans Evil, utilise le mot, on voit que, oui, voilà, c'est une œuvre de super-héros. Ce qu'on ne dirait pas de tellement de mangas, finalement. Alors que, enfin, au niveau des caractéristiques des super-héros, il y en a plein les mangas. N'importe quel héros de shonen est un super-héros en général. Mais on ne le présenterait jamais comme ça. Ici, on les présente comme ça. Donc, dans ce monde avec des super-héros, on va suivre trois ados qui vont eux-mêmes découvrir qu'ils ont des super pouvoirs. Ils vont les découvrir de manière un peu bizarre. C'est suite à des tentatives de suicide. En fait, le manga commence où ils sont dans un centre pour gens qui ont fait une tentative de suicide. Vous voyez, une espèce de réunion un peu alcoolique anonyme. Et chacun a développé un pouvoir. Alors, on ne sait pas exactement si c'est... pour l'instant, il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis, mais on ne sait pas si c'est dû à leur tentative de suicide ou si c'est accidentel ou au contraire s'il y a quelqu'un derrière. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont des pouvoirs à travers le monde. Et donc, les trois ados qui ont découvert leur pouvoir, c'est des pouvoirs un peu nulos. Lui, il a le pouvoir de faire des petits trous comme ça, mais vraiment des trous sur 1 ou 2 centimètres. Il peut pas tirer à distance. Il faut qu'il pose son doigt contre quelque chose et ça va faire un petit trou dans la paroi comme ça. Il y en a une autre que je vais vous trouver. Elle, elle peut faire jaillir une flamme de sa main, mais pareil, c'est une toute petite flamme. Je vais essayer de vous la trouver. Je crois qu'il y a une scène par là. Tac, voilà. Elle peut faire jaillir cette flamme-là. Donc, pas plus. Donc, pareil, c'est un pouvoir très limité. Et la troisième, si je la trouve aussi, ça doit pas être loin derrière. La troisième, c'est elle. Hop, je vous trouve ça. Comme d'habitude, j'ai rien préparé, vous connaissez. La blonde, là, qui est au centre, qui peut flotter à quelques centimètres du sol. Voilà, elle peut pas voler, mais vous voyez ses pieds qui sont un peu au-dessus du sol. Et en fait, ces trois pouvoirs-là sont assez nuls, mais sont finalement quand même des pouvoirs. C'est-à-dire que bien utilisés, en fait, vous pouvez faire des choses quand même avec ces trois pouvoirs. Et eux vont le comprendre très vite. Et ces trois ados, donc comme je vous dis, qui ont fait une tentative de suicide, qui sont très nihilistes, et on comprend surtout dans le deuxième tome qu'ils ont beaucoup souffert, voilà, pour différentes raisons. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ils sont en marge de la société. En fait, ils sont en décalage par rapport au monde. Et ils décident, quand ils sont, en fait, ils vont s'enfuir du centre où ils sont, et ils décident de faire alliance. Au début, ils se connaissent pas, ils se rencontrent dans ce centre,
et enfin, ils se connaissent, que je crois qu'il y en a 2 qui sont au même lycée, mais ils sont pas potes, quoi. La bande se forme dans le centre, et d'ailleurs, ils restent pas tout à fait potes. Disons qu'ils ont les mêmes intérêts, mais c'est pas les meilleurs amis du monde, et ils décident de faire le mal. Ils se disent: «Le monde, c'est un endroit horrible, les gens sont tous des connards, on va répandre le monstre, on va», vous voyez? Là, on va répandre le mal à travers le monde, et devenir des super vilains, en fait. Sauf que c'est pas vraiment des super vilains. Ils ont quand même un bon fond, ces 3 ados, et les actions maléfiques qu'ils vont commencer à entreprendre sont pas très, très maléfiques, voire même sont un peu, sont un peu bénéfiques, en fait, accidentellement. Ils font le bien sans le vouloir, 1 ou 2 fois, et surtout, en fait, on se rend compte en parallèle à l'histoire que je vous raconte, que les super-héros officiels, notamment le mec électrique, qui est habillé en SM, que je vous ai montré un peu plus tôt, sont en fait manipulés, par la mairie qui est ultra corrompue. Chez Atsushi Kaneko, les politiciens sont toujours, voilà, eux 2, c'est un frère et une sœur, c'est les 2 héros officiels de la ville, et donc comme d'habitude chez Kaneko, les politiciens sont tous corrompus, véreux, et maléfiques, pour le coup, et manipulent ces 2 héros-là qui semblent être, on n'a pas toutes les infos pour l'instant, mais qui semblent être un peu, ouais, des marionnettes, quoi. Ils ont l'air, pas de pas prendre les décisions eux-mêmes, de pas avoir vraiment de personnalité, on sait pas trop. Mais en tout cas, ils sont manipulés par l'Amérique, qui les utilise pour faire leurs basses œuvres. Ils pensent qu'ils font des bonnes actions, qui font régner la justice, alors qu'en fait, ils font simplement que cacher, cacher les entourloupes du maire, et éliminer ses ennemis. Donc voilà, Evil va raconter ça. Pour l'instant, on a les 2 premiers tomes, c'est vraiment très bien. Comme d'hab, le découpage, le dessin, la narration de Kaneko, c'est de l'orfèvrerie, c'est vraiment un des grands, grands contemporains, du manga. C'est un narrateur hors pair, on s'emmerde jamais. Il a un sens, parce que, outre, il y a un vrai propos, hein, c'est toujours très anarchiste, ultra anti-politique, ultra anti-pouvoir en place, avec un truc très punk où il donne vachement le pouvoir et l'importance aux adolescents. Il aime les adolescents, ça se sent, il aime l'adolescence. Il y a un truc de, ouais, il a envie de parler de ça. On sent qu'il adore ces personnages, qu'il leur veut du bien. Moi, ça me parle beaucoup parce que vous le savez, j'écris des bouquins, et notamment des bouquins pour adolescents. Et je reconnais vraiment sa manière de parler des personnages, de parler de persos un peu, déclassés, comme je dis, en marge de la société, euh, et d'en parler avec une bienveillance, et de leur donner le beau rôle. En fait, des persos qui sont traités comme faibles, enfin, qui sont perçus comme faibles et comme victimes dans la société, il va leur donner des pouvoirs, littéralement dans Evil, il leur donne le pouvoir, de devenir les héros, en fait, de devenir le personnage principal, ce qu'ils sont jamais. Cette image symbolise très très bien, Evil. Vous voyez tous ces gamins, c'est des skateurs, le mec de la bande, c'est 2 filles et un mec, le trio, c'est un skateur, et donc ils font tous des doigts aux super-héros qui passent. Très belle page, qui symbolise un peu tout de ces 2 premiers tomes, voilà. C'est les ados qui se rebellent contre le pouvoir en place. C'est un très bon manga. J'attends de voir la suite. Je l'attends impatiemment. Malheureusement, elle va me coûter 20 euros à chaque tome, mais je sais que je vais les payer. Je suis fan de Kaneko comme de très peu d'autres mangaka. Et vraiment, Evil va pas me détromper. Ça commence extrêmement bien. C'est trop tôt dans la série pour vous dire, est-ce que c'est mon Kaneko préféré ou quoi. Mais en tout cas, il démérite absolument pas. On est sur de la très grande BD qui plaira, comme souvent avec Kaneko, qui plaira à la fois aux lecteurs de manga, parce qu'en fait, on retrouve plein de choses, même si lui se défend, il dit qu'il lit pas trop de manga, qu'il n'est pas influencé par la BD japonaise. En vrai, il y a plein de trucs qui sont tirés du manga. Je veux dire, qui font écho à d'autres mangas. Il est pas en autarcie totale, hein. Mais c'est vrai que ça plaira aussi aux lecteurs, pas de manga, et notamment aux lecteurs de comics. Il y a vraiment un petit côté, alors en beaucoup plus punk, en beaucoup plus adolescent, mais il y a un côté Watchmen, en fait. Il y a un côté, réécriture du mythe du super-héros, déconstruction ouais, de ce mythe américain qui est devenu un truc important. C'est une mythologie moderne, le super-héros, quoi. Depuis un siècle à peu près, c'est devenu un truc très important dans l'imagerie populaire, des États-Unis. Et là, c'est marrant ouais, de l'avoir réinterprété par Kaneko, avec ce personnage aussi qui a, comme souvent chez Kaneko, c'est un look qu'on revoit souvent, le look très, Mercredi Adams, l'ado avec des tresses noires, on l'a souvent eu. Donc voilà, je vous conseille fortement Evil, malgré le prix. À vous de faire ce que vous voulez au sujet de ces 20 euros, 20 € le tome.
Il y a Ronnie derrière depuis tout à l'heure, je vous l'avais pas signalé, mais il est là, il se fait au nouvel appartement. Mais en tout cas, c'est un très grand manga Evil. On est sur une des séries actuelles que je vais suivre avec le plus d'attention, je pense. Petite parenthèse avant qu'on se quitte en parlant de série actuelle, le point de départ d'Evil m'a beaucoup fait penser à ce manga-là qui est lui aussi, qui a commencé à apparaître lui aussi il y a peu de temps, Suicide Girl, où pareil, on est sur des ados, qui vont découvrir des super pouvoirs suite à une tentative de suicide. J'en dis pas plus parce que je me réserve, la possibilité de faire une vidéo dessus un jour. C'est un manga que j'ai bien aimé pour l'instant. Pareil, les 2 premiers tomes sont sortis pour l'instant, pas plus, mais c'est traité très différemment d'Evil. Le dessin est beaucoup moins intéressant comme vous le voyez, c'est beaucoup plus classique. Le ton n'est pas le même non plus, on est beaucoup plus dans du shonen. En fait, on est dans de la magical girl en fait, comme le titre l'indique un petit peu. Hem donc sur des gamines qui ont des pouvoirs et qui ont un côté très, ouais, un petit peu, vous voyez, à la Sailor Moon, pour utiliser l'œuvre la plus connue de ce genre, mais avec, un sous-texte très dark, sur le suicide. Ça parle vraiment beaucoup de suicide et c'est assez intéressant. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc je développe pas trop, mais c'est marrant de voir que cette œuvre, avec une idée de base, même si le traitement est très différent, une idée de base, ultra similaire à Evil, à savoir le suicide donne des super pouvoirs, est sorti en même temps. Voilà, donc si vous avez aimé Evil, pourquoi pas aller voir Suicide Girl? C'est vraiment pas pareil, mais c'est un autre traitement de la même idée, ce qui est toujours intéressant à lire. Et c'est vraiment plutôt un bon manga aussi. Moins intéressant, on va pas se mentir, mais quand même cool. Voilà, la vidéo est enfin tournée, j'espère avec le son cette fois. Je pense que s'il y a pas le son, je pète un plomb là. Mais j'ai fait des essais, normalement il y a le son. On se retrouve, on reprend le rythme normal d'une vidéo par semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été patient. Je vous remercie d'être là depuis maintenant des années, littéralement. Ça reste une petite chaîne, mais qui grossit régulièrement, et ça me fait plaisir de vous retrouver à chaque vidéo. Je vous dis à très bientôt. On s'approche de la vidéo 100 qui sera peut-être un live. Alors, j'avais dit qu'on ferait un live pour fêter la 100e vidéo et les 1000 abonnés. Sauf que les conditions techniques me paraissent plus compliquées que prévu. C'est pas si simple de faire un live quand, comme moi, on a très peu de matos. Mais peut-être que je le ferai, peut-être pas. En tout cas, si on fait un live pour le 100e, l'épisode 99, on va parler de ce manga-là que vous connaissez, je pense, qui est un monument. Et je me dis que c'est quand même important de faire un épisode dessus. C'est un des plus grands mangas qui ait jamais existé pour moi. On en parle, je pense, la semaine prochaine. Ciao, encore merci.